Oui, bah, comme il était rappelé, j'ai écrit quelques romans et ce à quoi je m'étais attaché à chaque fois, c'est à des grands projets d'infrastructure et aux mythologies qui portaient. Donc il y avait l'aménagement du territoire, le TGV, récemment le Grand Paris de façon plus anecdotique le Minitel dans mon premier roman. Sorte d'objets comme ça qui étaient des laboratoires de la modernité, qui étaient des très bons objets d'étude de la France ou en général ou du monde. Et j'avais en tête comme ça une sorte de liste de sujets potentiels. Pour blaguer, c'était le Concorde, le Rafale, enfin autres grands projets industriels qu'on portait une sorte de mythologie moderniste française. Et parmi ces projets comme ça que j'avais sous la main, il y avait le tunnel sous la Manche parce que j'avais une dizaine d'années quand il a été inauguré et c'était quelque chose qui était extrêmement important dans mon imaginaire enfantin. Et quand Julien Gosselin m'a contacté pour écrire une pièce pour le spectacle de sortie des étudiants du TNS, lui étant de Calais, voulant travailler sur la question calaisienne, j'ai dit oui tout de suite parce que j'avais en tête le tunnel. Du coup, il y a eu un petit désaccord, enfin très amical, un petit désaccord au début, c'est que lui voulait plutôt travailler la question migratoire qui était très obsédante à l'époque à Calais, et Calais est quasiment la métonymie de la question migratoire européenne, peut-être un peu moins aujourd'hui, en tout cas il y a 2 3 ans ça l'était. Et moi j'avais envie de parler du tunnel en fait. Enfin bon, et ce qui est ce qui nous est venu assez vite. Au début, on avait l'idée de faire des entretiens, rencontrer des militants associatifs, faire des entretiens avec des migrants, etc. Euh, L'idée très forte et le choix, le parti pris au début, ça a été parce que moi j'aime pas trop discuter avec des gens en fait, donc je j'ai pas envie d'aller à Calais rencontrer des gens. Je passais pas mal de temps à Calais sans discuter à personne, sauf les gens à qui j'achetais des frites en fait. Et, euh, et l'idée c'était de mettre le moins possible d'humain, de mettre le moins possible d'humain dans cette affaire. Et ça tombait très bien et c'était très heureux d'un point de vue esthétique. Euh, Parce que j'aime bien, c'est des choses d'adolescence, j'aime bien cette vision extrêmement désincarnée de l'Europe à son sommet, alors c'est peut-être un truc générationnel, à son sommet d'imaginaire, une Europe bleue comme son drapeau, un peu froide aussi, une Europe qui est extrêmement efficace en termes de production logistique, une Europe qui est infiniment plus moderne que peuvent l'être par exemple les États-Unis. C'est un détail esthétique mais qui m'a toujours frappé. C'est à l'exception peut-être du bureau ovale qui est pas mal, c'est l'extrême laideur de la mise en scène de l'État américain avec des vieilles boiseries, quelque chose d'assez kitsch, voire d'assez provincial. Au niveau géopolitique, c'est problématique. Alors que l'Europe se mettait en scène comme un spectacle de transparence, que ce soit le Parlement de Strasbourg, cette espèce d'artefact plus bizarre à Bruxelles qui ressemble un peu au Crystal Palace, ce genre de choses se met en scène en tout cas comme une forme politique moderne, ce qui est, je pense, plutôt avéré. C'est en termes d'innovation politique, la construction européenne est extrêmement ouverte. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est quelque chose d'une extrême modernité. Et ça a été des objets comme ça extrêmement iconiques que Julien a mis en scène dans la pièce. Alors pour moi, c'est un objet, c'est très anecdotique. C'est l'arrivée de la musique Eurodance, qui était une musique avec des rythmes extrêmement binaires, qui était la musique des boîtes de nuit des années 90. Et en exagérant un peu, je pense que c'est pas complètement faux. C'est peut-être l'un des derniers grands mouvements artistiques transeuropéens au même titre que la Renaissance, au même titre que le gothique international, à savoir à l'époque, donc c'est de la musique extrêmement primitive et pas de très bonne qualité, mais à l'époque on dansait à peu près sur la même musique de Ravenne à La Hague en fait. Et il y a eu comme ça cette espèce de micro-mouvement artistique, et c'était donc une musique qui était censée être festive, mais qui était extrêmement triste. Je pense qu'on a tous en tête des choses comme ça, de cette musique qu'on a appelée Eurodance, que j'ai un peu mis en scène comme ça dans l'écriture du texte, parce que c'est des cris de joie, mais des cris de joie extrêmement tristes et désespérés, et notamment cette chanson qui s'appelle No Limit, qui était peut-être le premier tube de ce mouvement musical, qui proclamait vraiment une idée d'infinité et d'abolition des limites, et ça correspondait parfaitement avec ce qu'était l'Europe à cette époque. Bon, je sais que le tunnel est
pas un projet européen en tant que tel, mais il l'est relié ensuite par plein d'innervations autoroutières. L'Europe était le plus grand entrepreneur d'infrastructures de ces années-là. Une idée de fluidité comme ça, d'un espace parfaitement pur, que ce soit l'espace de Schengen, la libre circulation des marchandises, etc. L'idée que la marchandise pouvait arriver de façon complètement contingente à Paris, par exemple, via Le Havre ou via Rotterdam, que tous ces flux de marchandises allaient s'intensifier, etc. Et ça créait quelque chose comme une sorte d'opéra, de grand opéra un peu triste, dont le tunnel sous la Manche était le chef-d'œuvre parce que traditionnellement, c'était pendant très longtemps, c'était l'un des points chauds du globe. Donc, on connaît tous les projets. Jules César traverse la Manche pas très loin, je crois, à Boulogne. Où il reste un monument, je crois, une tour qui aurait été construite par Caligula. Ensuite, il y a les projets d'invasion de Napoléon. Ensuite, il y a la poche de Dunkerque, etc. Donc la Manche est l'un des lieux où ça se passe historiquement le moins bien, un des lieux où l'histoire se déchire. Et qu'est-ce que c'est que le tunnel? Comme une sorte de tentative de coudre ça, de réparer, peut-être de retour à un état très primitif du continent à l'époque où la Manche, parce qu'il y a le bouclier glaciaire était encore constitué à l'époque où la Manche se traversait à pied parce qu'elle était juste un petit fleuve collecteur qui collectait les eaux du Rhin, de la Tamise et de la Seine. Donc imaginez qu'il y a eu une époque où la Manche était une vallée fertile où paissaient tranquillement des mammouths que des hommes qui connaissaient encore la pêche chassaient, etc. Il y avait tous ces mythes qui étaient amusants à raconter. Et avec cette espèce de super mythe encore plus fort, peut-être encore plus fort que le tunnel, qui était le tunnel transfrontalier du Cern à la frontière franco-suisse. C'était intéressant parce qu'il est inauguré à peu près dans ces années, et c'est comme si les deux structures, vraiment d'un point de vue topologique, se confondaient. L'un était un tunnel, donc les deux font à peu près la même taille, 20-30 km. L'un était un tunnel fermé, l'autre était un tunnel ouvert, mais c'était la même structure topologique parce que celui qui était ouvert aux deux extrémités de la Manche, son horizon idéologique ultime était l'idée d'une globalisation heureuse. Donc en fait, si on passait de Paris à Londres, ça voulait dire qu'on passerait aussi de Londres à Shanghai, à San Francisco, etc. L'idée d'une paix qu'on a retrouvée en exploitant et en surexploitant un petit peu un texte qui était très iconique de ces années-là, qui est le texte de Fukuyama sur la fin de l'histoire. Texte avec lequel j'ai un rapport personnel très ambigu, parce que ce qui était intéressant, c'est que les comédiens ont une bonne vingtaine d'années, mais c'était pas du tout quelque chose avec lequel ils étaient dans une grande intimité idéologique, et à raison, hein, on n'est pas face à un texte majeur des sciences politiques, on est à un texte de circonstance qui a été très très prégnant à un moment, mais qui, moi, à titre personnel, est très fort, parce que dans ma mythologie personnelle, je dois faire un effort gigantesque pour imaginer que Fukuyama se trompe et que la démocratie libérale n'est pas l'achèvement heureux du monde. Au fond de moi, je dois faire écrire des romans de 500 pages ou des pièces de théâtre de 2 heures pour mettre un peu de distance par rapport à ce mythe auquel je souscris volontiers. Ce qui, parenthèse, m'intéresse, c'est comme ça que j'envisage souvent l'exercice littéraire, c'est mettre de la distance par rapport à ses propres mythologies pour essayer de les contourner de façon critique. Et donc, avec cette idée de fin de l'histoire, qu'est-ce que c'était? Les deux tunnels communiquaient. Le tunnel du Cern, cet anneau circulaire, c'était le tunnel de la fin de l'histoire, c'est-à-dire le moment où il n'y aurait plus de passion tragique, il y aurait juste cette espèce de chose qui a été plutôt bien mise en scène depuis des décennies par la communauté scientifique. C'était des scientifiques du monde entier par-delà les frontières, comme dans une sorte de version scientifique de l'hymne européen. Par-delà les frontières viendraient se rassembler pour les simples plaisirs de la connaissance, et par-delà toute l'histoire, l'Europe renouerait avec ses racines grecques présocratiques, juste une réflexion sur les principes ultimes de l'univers. À l'époque, c'était Anaximandre et je ne sais pas qui d'autre, et Parménide, et aujourd'hui ce serait des théories sur les muons et sur les carques, mais tout ça racontait quelque chose d'heureux. Et c'est là où la question évidemment migratoire revient. C'est que dans cette espèce de délice, d'extase extratemporelle et anhistorique auquel j'ai cru en tant qu'Européen paradigmatique, né en 1980 et ayant eu 20 ans en l'an 2000, le tunnel apparaît comme une insupportable anomalie dans un premier temps. Et dans un deuxième temps,
presque au sens hegelien, le tunnel apparaît presque comme la jungle apparaît presque comme la vérité du tunnel. Et cette infrastructure si belle qui a eu l'élégance de disparaître, il faut vraiment faire des vrais efforts d'exploration paysagère pour aller trouver des traces du tunnel dans le bâti, dans les paysages calaisiens. Il est peut-être un peu plus visible en Angleterre, mais c'est quelque chose comme ça qui est très discret, avec cette espèce d'idée que c'est quasiment de l'acupuncture sur la surface du globe. On va résoudre comme ça des problèmes d'équilibre très fins. Et que soudain, la chose explosait au grand jour. Et qu'est-ce que c'était que symboliquement la jungle? C'est comme si soudain le tunnel était tranché en deux et il apparaissait, chose qu'on ne devrait pas voir, il apparaissait de façon comme une vue en coupe en fait. Et comme une vue en coupe. Et alors donc ce qui était très intéressant, c'était de traiter de la chose de façon mythologique. L'image par exemple spontanée, ça serait celle de la porte des enfers. D'un coup, la misère du monde surgissait à l'endroit où on avait pensé que tout ne serait plus que ça, s'automatiser, porte coulissante et fluidité. Et soudain, quelque chose d'extrêmement dur apparaissait. Et la chose est hyper intéressante en plus en tant qu'énigme urbanistique, etc. Enfin, moi, ça m'intéressait de tous les côtés. Mais radicalisant la chose, on a imaginé un peuple, et c'était la partie la plus politiquement difficile à jouer du spectacle. On a imaginé un peuple de modernes méchants en quelque sorte. Des gens irrités dans leur mythologie de moderne de la présence de cette chose qui dit qu'en fait c'est peut-être pas si réussi tout ça, que quelque chose a pas marché. Et donc l'idée rapidement c'était de mettre en scène, après une première partie de la pièce extrêmement élégiaque, mais extrêmement mélancolique, c'est mettre en scène un peu presque l'inverse, ou le pendant plutôt, c'est une sorte de fête qu'on a appelée Erasmus, une fête Erasmus qui parle de toutes les langues de l'Europe et qui a l'air très joyeuse, et où au bout d'un moment on comprend que ces jeunes gens sont des fascistes ou assimilés et s'arment pour commettre un acte. Et c'est très intéressant parce que par rapport aux mythologies de la question migratoire, l'idée c'est pas de dire où est le bien, où est le mal, mais il y a une sorte de retour du mal dans le continent qui pensait en être à jamais guéri, de retour tragique de l'histoire, et puis de retour volontaire au tragique de l'histoire, une sorte de désir confus de guerre par ce qui était pendant longtemps le continent de la paix. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé presque dans la géologie urbaine, de Calais. Calais, c'est une ville où tous les grands âges défensifs ont laissé leur empreinte, d'un fort du XVIe siècle dans le port à des forts plus modernes, etc. À des forts Vauban et une grosse batterie nazie pour contrôler le détroit, jusqu'à, de façon beaucoup plus récente et de façon beaucoup plus infime, les systèmes de défense du tunnel, et qui sont extrêmement intéressants dans la mesure où ils sont paradoxaux, parce qu'ils n'osent pas dire que ce sont des systèmes de défense, ils n'osent pas réintroduire l'idée de guerre dans le lieu même où avait été proclamée la paix sur Terre, avec cette espèce de poignée de main souterraine entre deux ouvriers de deux anciennes nations qui avaient fait une guerre qui avait duré quand même plus d'un siècle. Et donc ces choses, et malgré tout, ça ressemblait, et c'était ça qui était assez effrayant et assez merveilleux, ça ressemblait aux âges défensifs les plus anciens, à des mottes castrales, à des buttes aménagées, tout ça a été recouvert d'herbe, etc. Et le mur, par exemple, le mur qui a été construit avec de l'argent anglais pour empêcher les migrants d'arrêter les camions sur l'autoroute qui conduit au port, a été fait paysager avec une sorte de lierre qui recouvre dedans, avec cette espèce d'idée absurde qu'on avait fabriqué là, le plus grand mur paysager du monde, et qu'en soi c'était joli. Et cette espèce de mise en scène et voilà. Enfin bon, pour finir, j'arrive à un quart d'heure, non? Pour finir, juste le point de départ qu'on avait eu avec Julien, c'était on veut pas trouver de responsabilité, on veut juste contempler la configuration actuelle des lieux comme une énigme intéressante.
Merci. Merci.